Bonjour à toutes et à tous. La Belgique se relance, s'installe dans la province de Liège cette semaine, alors que le comité de concertation a annoncé mardi le renforcement des mesures existantes et leur application dans tout le pays. Surtout, on continue notre tour de Belgique à la rencontre des acteurs de l'économie, chefs d'entreprise, entrepreneurs, fonctionnaires, ingénieurs, restaurateurs. Nous vous recevons sur ce plateau pour écouter votre vision d'une Belgique plus forte, plus compétitive, plus ambitieuse aussi. Deux secteurs chers à la région de Liège sont en lumière aujourd'hui, la logistique et la construction. Avec Laurent Gustin, directeur Staffing Solutions Liège. Merci d'être là avec nous. À votre côté, un autre Laurent, Laurent Minguet, administrateur du groupe Horizon. Merci d'être là, Laurent. En face, Bernard Piette, directeur de la SBL Logistics in Wallonia. Tout un programme, on va en parler tout au long de ce programme. Et Eric Bruckmann, CEO chez Liège Cargo Agency. Merci d'être là, tous autour de la table. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de dire c'est la relance, tout va bien, on va vous entendre à ce sujet. Un mot peut-être sur ce qu'on vient de vivre, quand même, cette crise sanitaire qui n'est pas terminée, on le sait, mais comment chacun dans votre secteur, vous l'avez vécu et vous avez survécu puisque vous êtes là, mais comment vous l'avez géré cette crise? Laurent, je commence par vous, Laurent Gustin. Ça s'est passé comment la crise à votre niveau, au niveau management, au niveau de vos clients? Qu'est-ce que vous avez dû gérer? Alors comme tout le monde, je pense qu'on a été pris de court assez rapidement. Hein, voilà, on s'est tous demandé un peu ce qui nous tombait sur la tête. Alors au niveau de l'équipe, au niveau management, on avait la chance ici en tout cas chez SD-Works d'être déjà équipé de tout ce qui était outils digitaux. Donc la transformation digitale, comme on en a parlé hier dans l'émission, on avait déjà amorcé ça bien au préalable. Oui. Donc ça vous a aidé, forcément. Ça nous a évidemment beaucoup aidé. Donc les outils, on les avait, on ne les utilisait pas encore forcément. Oui. Et donc ça, voilà, on a simplement dû accélérer cette partie-là. Alors ça a été quelque chose évidemment sur le plan humain aussi difficile à gérer au niveau des équipes. Le télétravail, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus facile quand on est habitué de travailler tous ensemble. Et donc ça, vraiment, j'ai une équipe vraiment très résiliente par rapport à tout ça. Et face à vos clients? Oui, tout à fait. Donc face aux clients, beaucoup d'inconnus. Il y a eu beaucoup d'écoute en tout cas, puisqu'il y avait beaucoup de questions qui se posaient. On les a accompagnés. On a eu des clients qui ont été mis évidemment aussi à l'arrêt, malheureusement. Et proprement dit, sur le bureau de Liège, on travaille beaucoup avec le site de l'aéroport. Oui. Le site de l'aéroport fait que la crise, nous en tout cas sur l'agence de Liège, on ne l'a pas ressenti directement. Plus début 2021, mais sur le moment même, en tout cas, on a tenu la baraque, comme on dit à Liège. Oui, oui. Ouais. On continue le tour de table. Laurent Minguet, le groupe Horizon, c'est de l'immobilier, mais pas que? C'est de la promotion immobilière. Alors, c'est clair que c'est le télétravail pour des équipes d'ouvriers, d'électriciens, etc. Ça ne fonctionne pas. Donc, les ouvriers ont toujours continué à travailler dans le secteur de la construction. Ce qui a considérablement ralenti, c'est tout ce qui est autour de la construction, donc l'administratif, l'obtention des permis, l'obtention des crédits dans les banques, oui, et toujours aujourd'hui. Et donc, alors quelque part, ça n'a pas affecté 2020 parce que les permis, les financements étaient déjà là. Et d'ailleurs, on a fait, et mes confrères également, comme Thomas et Piron, une année 2020 très bonne, meilleure que d'habitude. Mais elle était déjà préparée. Oui, parce qu'on était sur la lancée des stocks de permis, que la construction, etc. C'est seulement à partir de 2021 qu'on a commencé à ressentir la pénurie de permis, vraiment une réduction au niveau du financement. C'est très lent, très compliqué d'obtenir les financements nécessaires à la construction. Aussi des pénuries de matériaux avec on en reparlera au niveau de la logistique, mais qui a induit une montée des prix de l'ordre de 10% qui va inévitablement se répercuter dans les prix des futures promotions, parce qu'on ne peut pas vendre à perte, évidemment. Oui. Mais sinon, le Covid, moi très tôt, à la fin de la première vague, au mois de mai, j'ai dit, écoutez, maintenant on va revenir un jour par semaine, puis 2 jours, puis 3 jours, et je me suis rendu compte que le personnel de bureau, ils étaient contents de revenir après, de pouvoir raconter des histoires devant la photocopieuse. Garder le lien, quoi. Oui, tout à fait. Alors on a fait très attention, on a pris plein de mesures. On n'a jamais eu une seule contamination au niveau du bureau. Donc aujourd'hui, maintenant, il n'y a pas de télétravail depuis 6 mois. J'entends qu'on recommande de nouveau le télétravail, alors qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, 95% des gens sont vaccinés.
et qu'on n'a plus vu de gens malades depuis plus d'1 an. Oui, c'est ça. Bernard Piette, on a déjà parlé de logistique avant d'arriver chez vous, hein, comme quoi c'est un secteur très important qui a pris beaucoup d'importance, encore plus qu'avant à Liège. Logistique, sinon Wallonia, c'est quoi? Logistique ici Wallonia, donc c'est le pôle de compétitivité qui a été mis en place et donc financé en partie par le gouvernement wallon. Alors on peut plus pleinement parler du plan Marshall puisque ça fait maintenant quelques années et on a changé de majorité, mais donc c'est vraiment la plateforme qui est là pour doper l'innovation dans le domaine d'activité. Et donc notre mission principale, c'est de soutenir les entreprises dans les processus de transformation à travers notamment des projets d'innovation et ça peut être aussi à travers des activités de mise en réseau. Donc nous sommes une ASBL, activité avec des membres, environ 360 membres et avec un financement qui est en partie public et un financement en partie privé. Et alors, quand cette crise sanitaire s'invite au programme, qu'est-ce qui se passe? Alors, je pense que notre organisation en tant que telle, c'est peut-être moins intéressant d'en parler, mais je pense que la pandémie, en tout cas, a mis en lumière 2 choses. C'est que, premièrement, tout le monde s'est rendu compte que la logistique est un processus indispensable. Pourquoi? Parce que on voit que notamment, il y a eu des pénuries dans les magasins. On voit que les gens ont commencé à commander en ligne et on voit aussi que finalement, on a dû attendre parfois pour avoir ses colis. Et donc, ça montre que la logistique, en fait, touche tout le monde et touche tous les secteurs d'activité. Tant que ça marche, on trouvait ça normal, quoi, en fait. Voilà, exactement. Je veux dire, à partir du moment où tout fonctionne, personne ne s'inquiète. Mais à partir du moment où il y a une rupture ou une cassure de cette nature, on s'en rend compte. Et ça met en lumière une deuxième chose. Ça met aussi en lumière à quel point les chaînes logistique au niveau international était très très globalisée. Et donc autrement dit avec des entreprises qui localisent leur production un peu partout à travers le monde et avec des logisticiens qui doivent eux faire le boulot d'amener ces différentes marchandises là où elles doivent être. Et lorsque vous avez des problèmes comme la pandémie où premièrement tous les avions passagers ont été cloués au sol, vous vous rendez compte en fait que ces chaînes logistiques sont très peu résilientes. Et donc à ce niveau-là, il faut noter que dans la région liégeoise particulièrement, le bilan était un peu contrasté puisque d'un côté des entreprises qui ont travaillé notamment pour la logistique industrielle, tout ce qui est automobile par exemple, ont évidemment eu de gros coups d'arrêt. Par contre, tous ceux qui ont travaillé pour l'agroalimentaire, et alors j'imagine qu'on va parler en partie aussi de l'activité de l'aéroport de Liège, tous ceux qui ont travaillé pour l'agroalimentaire, évidemment, ont eu du boulot à ne plus en finir. Et on a remarqué aussi à quel point on était dépendant par exemple de la Chine pour toute une série de flux, ne voyons que par exemple les masques chirurgicaux. Oui, donc on discutera dans la deuxième partie de cette émission le comment on a réagi et comment on a tiré profit, comment on a transformé l'essai depuis cette crise. On arrive à l'aéroport, évidemment. J'arrive chez vous, Eric Brutman. Liège Cargo Agency, c'est quoi? Alors, c'est une entreprise privée que j'ai ouverte tout seul en 2002, qui donne des services dans le cadre logistique, mais je veux dire quasi uniquement qu'à l'aéroport de Liège. Donc, on est une agence en douane, une agence de fret. Et maintenant, on donne des services de manutention en 2e ligne. Donc, ce qui vient après les gens qui déchargent les avions. Donc, vous, c'est merci la crise aujourd'hui? Non. Ça a explosé pendant cette crise? Comment vous avez géré ça? Alors, c'est vrai que notre activité a explosé pendant la crise, mais je pense que cette crise n'a été qu'un catalyseur. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui à l'aéroport, ça serait passé dans 4-5 ans. Mais ça s'est accéléré, vous avez gagné 5 ans. Oui, ça s'est accéléré, mais en fait, il faut savoir que quand on touche à l'aérien, c'est toujours quand il y a une crise qu'on gagne le plus d'argent. Une crise humanitaire, c'est là que les prix augmentent, c'est là que les acteurs logistiques se bougent, c'est là que les autorités investissent beaucoup d'argent pour aller sauver des gens à gauche, à droite. Et donc, c'est un maillon qui est toujours en mouvement, mais qui est très sollicité au moment où il y a une crise n'importe où dans le monde, quelle que soit la nature de la crise, une guerre, n'importe quoi. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, lorsqu'il y a eu la guerre du Golfe, quasi tous les masques anti-armes chimiques qui ont été envoyés en Israël sont passés par l'aéroport de Liège. Donc ça, c'est en 2002, 2003. Oui. Alors, qu'est-ce qui était le plus compliqué à gérer pour vous? Ces protocoles qui changeaient tout le temps? C'est-à-dire que nous, en fait, on est une société qui était très petite au départ, et en 3 ans, on est passé de 14 personnes à 140. Ah oui. Donc on a dû s'adapter à divers niveaux. On a été harcelé par l'administration aussi dans notre processus d'expansion. Et donc les protocoles. Ça veut dire quoi ça? On était harcelé par l'administration? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous atteignez une certaine taille, vous devez remplir des obligations, vous devez mobiliser du personnel auquel vous n'êtes pas habitué, parce que généralement quand on engage des gens, c'est pour produire. Et le jour au lendemain, on doit engager du personnel pour gérer l'administratif. Et donc ça engendre des coûts. Enfin voilà, c'est très compliqué à gérer. En ce qui concerne les protocoles, en fait,
moi je parle beaucoup avec mes collègues et on a dit voilà, on va pas faire comme les gouvernements et paniquer, aller dans tous les sens. On va faire les choses proprement. On va installer le gel, on va installer les masques, on va essayer de garder les distances sociales. On va faire les choses avec du bon sens, correctement, et on va proposer au personnel, par exemple, de faire du télétravail. Il y en a beaucoup qui ont demandé et après 2 semaines, il n'y a plus personne qui voulait travailler à la maison parce que la nature de ce qu'on fait, c'est très compliqué. Quand la douane veut contrôler, il faut être là, quoi. Voilà, il faut être là. On reçoit des documents, il faut les originaux. On peut pas les faire on peut pas faire tout de la maison. Ouais, c'est ça. Et donc, puis les gens, ils deviennent fous, quoi. Rester chez eux, ils préféraient la convivialité de l'entreprise. Ben, j'allais dire, et puis s'il y a bien une province, une région, quelque part, une zone de la Belgique où vous aimez ce lien, c'est Liège quand même. Mais bien sûr. Si on vous enlève ça, il reste quoi? Il reste les Liégeois. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que nous sommes, d'ailleurs on le sent, si vous venez dans notre entreprise, vous le sentez tout de suite, il y a une convivialité. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de faire dans notre entreprise, c'est donner une autre image des Liégeois que l'image que parfois, par exemple, les Flamands peuvent avoir. Donc chez nous, c'est très rigoureux. Tout est à sa place, chaque personne a quelque chose à faire, mais on se bat pour garder une convivialité, une façon de fonctionner qui soit agréable pour tous les travailleurs et qui soit aussi rentable. Il ne s'agit pas vous ne croyez pas que les Liégeois font la fête tous les jours, ils font ça la nuit. Voilà. Quel est votre lien? Vous avez été amené à collaborer Alors en fait, avec Eric, on se connaît maintenant depuis quelques années, notamment justement son organisation, enfin son entreprise est membre de notre organisation, un membre fidèle et régulier. Et ça sert à quoi d'être membre? Voilà, je vais le laisser parler, alors c'est plus simple. En fait, au départ, je ne vous cache pas que je me suis dit que ça ne servait à rien, mais qu'au final, en fait, j'avais raison. Ça ne sert à rien dans une structure comme l'aéroport qui est restée assez embryonnaire. Maintenant que l'aéroport a pris une proportion énorme et qu'il y a beaucoup plus d'acteurs qui viennent de l'étranger, c'est vraiment important d'avoir un lien avec autre chose qu'une autorité, avec une autre organisation qu'une autorité, dans laquelle sont représentés d'autres secteurs d'activité qui touchent le nôtre. Par exemple, si je prends les transporteurs, moi, j'ai des sous-traitants transporteurs, etc., mais qui sont sur un segment de marché vraiment très petit. Mais voilà, le poids que ces gens ont dans les discussions, les poids que ces gens ont, les idées que ces gens ont ou apportent dans une structure un peu plus grande, alors devient très important. D'accord. Donc voilà, nous avons un membre heureux, donc j'en suis heureux également. Donc vous servez à quelque chose, c'est formidable. Alors, le plan de relance est en toile de fond de toutes ces émissions, bien sûr. Depuis que nous avons lancé La Belgique se relance au mois de septembre, nous avons organisé un entretien avec Thomas Dermine, le secrétaire d'État à la reprise, à la relance. On l'écoute. Liège, c'est un monde à part. Liège, c'est l'esprit principautaire, c'est l'endroit où on fait la fête comme jamais en Wallonie. Et il y a une vraie dynamique économique qui est très structurée autour d'acteurs qui sont forts à Liège. Je pense que Liège a fait le pari, bien avant les autres provinces de Wallonie, de miser sur quelques secteurs forts. On le voit sur la logistique, même si ça pose quelques questions, notamment par rapport à la soutenabilité, à la durabilité du modèle. On le voit dans le biotech et on le voit dans la tradition industrielle de Liège, qui est quand même et qui est toujours une grande région industrielle. Alors c'est important. La logistique, c'est aujourd'hui un secteur fort, Thomas Dermine le dit, un fort de la région, mais peu durable. Ça veut dire quoi? Alors, je ne suis que partiellement d'accord avec lui. Oui, c'est normal. Toute la question, oui, sans faire de prosélytisme, entendons-nous bien, mais je pense qu'il faut encore une fois rappeler ce que c'est. C'est une fonction qui permet à chaque acteur économique de pouvoir faire son boulot. Donc, autrement dit, il faut le comparer, je le disais la semaine passée avec Bruno Wattenberg sur le même plateau, il faut le comparer au système sanguin de l'économie. Chaque entreprise industrielle consacre environ 7 à 15% de sa ressource à sa fonction logistique. Donc, c'est une activité qui est indispensable. Et il y a évidemment une vraie prise de conscience dans le domaine d'activité de la dimension durable. Alors, on pourrait aussi évidemment parler de l'e-commerce. Je rappelle que l'e-commerce, c'est avant tout une activité qui s'est développée de par les habitudes de consommation. Ce que les logisticiens font, c'est essayer de pouvoir rendre réelle la promesse que les webshoppers donnent sur leur site internet en disant « vous serez livré le jour après, etc. » Donc, il faut voir cela de manière systémique. Et lorsque je disais que les acteurs s'engagent, on a fait récemment une étude notamment sur tout ce qui touche par exemple au carburant alternatif. Et ce que l'on voit, c'est qu'en Belgique, 75% des entreprises qui sont
soit des entreprises de transport ou des possesseurs de flotte, veulent investir dans des véhicules qui ont une empreinte carbone qui est moins importante. Ce qu'ils demandent simplement, c'est qu'ils demandent un cadre législatif qui soit clair et qui soit pérenne. Nous sommes en Belgique, et en plus avec la base institutionnelle que l'on peut avoir, et sachant que l'énergie est une compétence qui est tant régionale que fédérale, donc ça ne simplifie pas les choses. Et ce qu'ils demandent aussi, c'est un dispositif d'incidents fiscaux ou un appareil fiscal qui permet de pouvoir effectivement faire des investissements et éventuellement les protéger contre certaines taxes à ne pas payer, par exemple. Mais encore une fois, c'est vrai que ce qui peut être préoccupant, c'est que c'est une activité qui est en augmentation. Et donc, mais je rappelle aussi que l'activité de transport en tant que telle représente grosso modo, à la grosse louche, 25% des émissions de gaz à effet de serre de notre société, et que le transport de marchandises représente 30% de ces 25%. Oui. Donc encore une fois, il faut aussi expliquer exactement là où on se trouve et surtout à quoi ça sert. Mais est-ce qu'à l'inverse, Laurent, je me tourne vers vous, est-ce que le secteur de l'immobilier, de la promotion immobilière est plus que le secteur de la logistique soucieux, ou peut-être à commencer plus tôt, sur ces sujets de durabilité ? Je pense que, franchement, les deux secteurs, comme tous les secteurs d'ailleurs, sont concernés. Je pense d'ailleurs qu'il y a des solutions, mais la technologie doit aussi, par exemple, pour le transport par camion, il y a des camions électriques qui ont une empreinte carbone moindre, mais notamment Tesla devait en faire, mais c'est reporté à 2023 parce que voilà. Donc, il y a aussi des solutions prometteuses avec l'hydrogène, mais on est encore au niveau du laboratoire. C'est vrai que dans le secteur de la construction, le gouvernement wallon, tous les gouvernements européens ont fixé des lignes assez claires sur le bâtiment qui doit être quasi zéro énergie et l'énergie du bâtiment doit être de l'énergie renouvelable. Alors, c'est vrai que nous, au groupe Horizon, on a mis ça bien avant que ce soit imposé. Donc tous nos bâtiments sont chauffés à la biomasse, donc n'émettent pas de CO2 et on utilise largement des pompes à chaleur, des panneaux solaires, enfin toute la panoplie d'éléments. Bien sûr l'isolation, on en reparlera certainement tout à l'heure. Alors que les confrères sont un peu plutôt poussés par les législations. La législation futur va dire on ne va plus pouvoir se chauffer au mazout et puis on ne pourra plus se chauffer au gaz. Oui, mais alors à quoi est-ce qu'on doit se chauffer ? Il faut trouver. Donc il y a des solutions qui existent, mais qui mettent du temps à se réaliser. Et d'ailleurs, je prends la parole une minute pour dire que en région wallonne, il y a une aberration, c'est que l'Europe a recommandé l'usage des réseaux de chaleur que nous on utilise dans tous nos projets, alors que curieusement l'administration wallonne, suivie par les différents ministres de l'énergie, ont émis des règles qui freinent, qui entravent le développement des réseaux de chaleur, alors que c'est précisément ce que la directive européenne recommande. Et là, c'est une erreur de l'administration qui sera, j'espère, un jour corrigée, mais c'est toujours pas le cas aujourd'hui. Pas corrigé. Eric, la Belgique se relance dans votre secteur. Ça veut dire quoi ? Parce que vous n'avez pas arrêté. Non, exactement. Mais en fait, voilà, je vais donner quand même l'avis du chef d'entreprise. Je pense que la relance, elle viendra des entrepreneurs et de la classe moyenne. Oui. Ce n'est pas les virologues qui nous gouvernent qui vont relancer la Belgique, quoi. Je veux dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des vrais projets avec une vision sur 1, 2 ou 3 générations. Et c'est un peu le problème aussi dans tout ce qui touche l'environnement, c'est que depuis la révolution industrielle, on a pollué, quoi, crescendo, et on espère que dans 10 ans, tout sera résolu. Je crois que c'est une illusion. Donc la relance, je pense qu'elle viendra des entrepreneurs, de l'innovation, de l'intelligence, puisqu'on parle de Liège, des Liégeois, plus que d'une législation coercitive, plus que de plans comme ça élaborés par des gens qui n'ont quasi jamais travaillé dans le privé, quoi. Ça, c'est mon avis personnel. Et concrètement, au quotidien, comment vous mettez ça en place ? Comment vous construisez cette relance ? Alors, comme Bernard l'a expliqué, si ce n'est pas tout à fait vrai de dire que la logistique n'est pas un secteur durable, on ne contrôle pas tout dans la logistique. C'est-à-dire qu'on peut on peut investir des milliards, on peut mettre en œuvre un tas de plans.
Si les compagnies aériennes décident de ne pas venir à Liège pour des raisons politiques ou pour des raisons parce que quelqu'un s'est craché sur une tour ou je ne sais que sais-je, c'est clair que tout le modèle s'effondre. Donc je pense que dans le secteur où on est un secteur où il y a une partie qui est dirigée par une vision, mais il faut avoir une très grande réactivité en termes d'opportunisme. Et c'est ce qui s'est passé justement avec l'e-commerce. On a sauté sur l'occasion pour essayer de donner un très bon service aux nouvelles sociétés qui arrivaient. Oui. Et ces sociétés se sont habituées à ce service. Et donc ça nous donne une chance de garder justement ce développement un peu plus durable. Mais ça dépend des entreprises. Ce n'est pas la Wallonie qui s'est appliquée, parce que nous avons eu les mêmes problèmes que dans le secteur de la construction. C'est que l'administration n'a pas toujours répondu présente pour nous accompagner. Des choses ont fonctionné, tout n'est pas noir, mais ce n'est pas nécessairement des politiques qui font que l'aéroport a grandi ou que la province de Liège va grandir. Non, c'est ça. J'en profite pour vous demander votre avis à tous les deux sur l'arrivée des Chinois. On en parle de plus en plus. C'est pas toujours très clair. Quelle est votre perception de leur arrivée? C'est bien, c'est pas bien. Attention. Comment ça va se passer? Alors, nous, on est la première société qui avons traité avec des Chinois sur l'aéroport de Liège, en tout cas en ce qui concerne l'e-commerce. Et je dois dire que, je ne veux pas cracher dans la soupe, ce qu'ils ont apporté a été créateur d'emplois et a été très dynamisant pour tout le secteur parce que ça a apporté d'autres choses que l'e-commerce. Maintenant, ce que je regrette un peu, c'est le dynamisme, par exemple, de la WEX qui est très performant finalement, n'a pas été accompagné d'une vision sur du plus long terme. Et maintenant, on arrive à une situation où des Chinois viennent avec beaucoup d'argent et des très beaux projets, et on leur fait tapis rouge, et on empêche parfois des entités locales de se développer ou de s'épanouir. Moi, je ne souffre pas trop de ce problème-là parce que justement, on a créé un panel de clients, on a trié aussi parce qu'il y a un peu tout dans la clientèle. Il y a des sociétés extrêmement sérieuses, mais il y a aussi des cow-boys. Ça, c'est dans tous les écosystèmes de n'importe quel secteur d'ailleurs. Mais voilà, moi je pense que sur le court terme, c'est très bon parce que ça amène du tonnage, ça amène de la création d'emplois. Mais si on n'a pas une stratégie un petit peu plus patriotique, pour ne pas dire protectionniste, il faut pas non plus, on va se faire manger tout cru. Et voilà, moi j'ai vu que mon équipe était maintenant sponsorisée par Sinao, qui est un des gros investisseurs donc sur le site de l'aéroport. Ça m'interpelle quand même, quoi, parce que moi j'aimais bien avoir Mass Pils ou voilà, c'est ça. Bon, il paraît qu'on change nos consommations, donc. Exactement. Bernard, j'ai envie de vous faire réagir, du coup rebondir, puisqu'on parle d'emploi. Vous avez des choses à dire à ce niveau-là, sur ce périmètre de l'aéroport, et pas que. Alors oui, justement, lorsque l'on parle d'emploi et de chiffres de l'emploi, c'est toujours très difficile de circonscrire le domaine de la logistique parce qu'on pourrait prendre la définition sensu stricto et on se limite, je dirais, au code NACE 4953. Donc c'est les codes vraiment qui définissent le secteur de la logistique. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure lors de ma première intervention, c'est une activité qui est systémique et donc qui a des impacts aussi sur de l'activité de sous-traitance, voire des emplois induits. Et donc une étude a été réalisée par l'Université de Liège l'année passée et qui montre que si on compte l'ensemble des emplois directs, indirects et induits sur l'aéroport de Liège, on est plus ou moins grosso modo à 8000 emplois. Mais dans les emplois induits, par exemple, ce sont des emplois de service, comme par exemple du catering, de l'hôtellerie, etc. Donc c'est aussi une activité qui a aussi une dimension d'entraînement. Peut-être pour revenir, si vous permettez, sur l'intervention d'Éric par rapport aux Chinois, je pense que l'enjeu c'est la consolidation et la professionnalisation, parce qu'effectivement, il était inévitable évidemment que l'annonce d'Alibaba a créé un appel d'air phénoménal. Donc autrement dit, on a énormément d'entreprises qui se sont présentées et certaines plus sérieuses que d'autres. Et donc l'enjeu est effectivement d'avoir une consolidation et de faire en sorte que tout le système fonctionne. C'est vrai que l'aéroport de Liège, par exemple, a fait son année l'année passée, en 2020, sa meilleure année, alors qu'on était dans une année de pandémie, c'était sa meilleure année, et j'ai cru comprendre que les chiffres étaient encore meilleurs cette année-ci. Donc, mais vraiment, l'enjeu est la consolidation. Et je ne m'engagerai pas sur le débat de savoir si oui ou non c'est bon de travailler avec des Chinois. Ce que je dis souvent, c'est que s'ils viennent ici, ils doivent travailler aux règles qui sont établies ici. Il y a des législations sur la création d'entreprises, des législations sur le travail. Donc le fantasme ou la mythologie de dire que les Chinois viennent et ne vont faire travailler que des petits Chinois à des salaires chinois dans des entrepôts à Liège, ça c'est faux. Non, puis ils vont apporter certainement une méthodologie qui est différente aussi, qui peut être tout à fait compatible avec. Généralement, ce sont des gens qui s'adaptent très vite. Oui. Donc ça, j'ai aucun doute là-dessus. Mais comme le dit Bernard, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, on ne crache pas dans la soupe. Il y a des beaux projets qui sont là.
qu'ils soient chinois, qu'ils soient arabes, qu'ils soient sud-américains, ça ne change absolument rien. Il faut avoir un certain opportunisme. On n'est pas là non plus pour être les moralisateurs du secteur et dire on veut pas parce que c'est un pays qui ne respecte pas telle règle. Je crois que on est tous là pour défendre sa croûte et on doit le faire d'une façon professionnelle pour stabiliser justement le secteur ou notre microcosme. Et c'est en donnant de la qualité de service, c'est en s'investissant, en accompagnant ces gens-là et sans être leur serviteur, qu'on arrivera à faire quelque chose sur le long terme. Et c'est ce que je regrette un peu, c'est ce manque de vision de la Wallonie, de se positionner en tant que partenaire du pays qui investit et de mettre aussi quelques jalons dans le développement plutôt que de laisser tapis rouge et laisser faire un peu n'importe quoi. Je ne dis pas que c'est le cas aujourd'hui, je dis simplement attention danger, parce que leur poids devient très important et le jour que les Chinois décident dans un claquement de doigts de quitter l'aéroport, là on aura un problème parce qu'on n'aura pas mis quelques sécurités dans le développement. Voilà. Et aussi, de l'autre côté, il ne faut pas non plus négliger le coup de projecteur phénoménal que ça a mis sur l'aéroport de Liège. Donc, je veux dire, l'aéroport de Liège a récolté ces derniers temps toute une série de distractions au niveau international. Donc, effectivement, l'accueil de ce type d'entreprise a forcément mis un coup de projecteur phénoménal et un coup de publicité qui aurait été impayable dans une campagne de promotion classique. Oui, et puis c'est très bon pour la province. Mais je pense aussi que l'aéroport de Liège, on doit le souligner, bénéficie d'une même règle que dans l'immobilier. La localisation est très importante. Liège est idéalement situé avec ce réseau autoroutier proche de... Et donc, imaginez qu'un aéroport en Irlande se développe de la même manière pour la logistique européenne n'a pas de sens. Ou encore, ça n'aurait pas de sens non plus. C'est vrai que ce qui rend à ce niveau-là la région liégeoise vraiment unique sur le secteur logistique, et alors, évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais mon organisation est une organisation wallonne. Notre bureau est à Liège, mais l'organisation est wallonne. Mais ce qui rend... Parce que je dis souvent aussi, lorsque l'on va en Chine, vous prenez la Wallonie bord à bord, c'est la taille d'une ville chinoise, à grosso modo. Donc il faut toujours ramener ça à la juste proportion. Mais c'est vrai que ce qui rend la logistique aussi unique dans notre région, c'est la proximité vraiment très proche et une quasi-intégration des 4 modes de transport. Donc le routier, le ferroviaire, le fluvial et l'aérien. Puisque il faut quand même jamais oublier que le port de Liège, le port autonome de Liège est le 3e port fluvial européen. L'aéroport de Liège était l'année passée le 6e aéroport cargo européen. Et les modes de transport sont très proches les uns des autres. Ce qui veut donc dire que ça offre aussi à l'ensemble des opérateurs économiques un ensemble de solutions logistiques, un panel de solutions logistiques qu'ils peuvent éventuellement utiliser en cas de besoin, sans compter évidemment que depuis 3 ans, on a aussi, avec la Chine toujours, la connexion ferroviaire. Oui, absolument. Laurent Augustin, je reviens chez vous pour rebondir sur l'emploi. Comment vous avez dû gérer ça avec vos clients? Parce que, je veux dire, à un moment donné, on parle de pénurie dans tous les secteurs. Oui. Comment vous avez géré Comment vous avez agi face à des secteurs qui explosent? Il faut de la main-d'œuvre qualifiée ou pas? Oui, alors la première chose on a essayé de travailler en amont. Donc concrètement, comment est-ce que ça se passe chez nous? Charlotte, imaginons, vous avez acheté une dernière robe fleurie pour Noël, hein, allons-y. Et comment est-ce que ça se passe? Donc nous, notre client nous téléphone, il nous dit, écoutez, ici, l'avion est en avance, il me faut 10 personnes en plus pour 22 heures. Ouais. Alors on commence, on a toute une base de données de personnes déjà formées, déjà prêtes à l'emploi. Okay. On commence par eux, peut-être qu'on va en avoir 7-8. Et donc après, il nous en manque encore quelques-uns. Et donc voilà, on commence. On a créé toute une plateforme de pré-screening. Comment est-ce que ça se passe? C'est une page internet vraiment pour le partenaire. Une page internet, le candidat s'inscrit dedans. Et puis il y a tout un parcours, donc ça commence par les questions très banales qui sont répétées à chaque fois, hein, mais qui rentrent complètement dans le cadre justement du travail sur le site de l'aéroport. Est-ce que vous acceptez de faire les nuits, travailler le samedi et le dimanche? Est-ce que vous avez une voiture? Parce qu'au niveau de la mobilité, il y a quand même un gros souci sur l'aéroport qui est l'arrivée des transports en commun qui est pratiquement inexistant. Donc on commence par toute une série de questions de ce type-là. Ensuite, il y a un onboarding, donc il y a une petite formation sur le déroulement du travail chez le client. Des tests, par exemple des tests de calcul, c'est quelque chose qui est fort demandé également. Et une fois que le candidat arrive au bout de ce périple, enfin si on peut appeler ça un périple, il est contacté, il vient en agence, il y a un entretien classique. Et une fois cet entretien classique, on l'équipe et puis il va compléter l'équipe qui démarre et on augmente notre pool de cette façon-là. C'est ça. Eric, quand vous passez de 14 à 140 collaborateurs, vous avez formé ces gens? Non, j'ai d'abord pleuré. Oui, c'est ça. Pendant plusieurs années? Oui, c'est ça. Plusieurs années. Vous pleurez de joie aussi, parce que si on engage, c'est que ça se passe bien. C'est une réussite, on en est content.
Mais oui, c'est très très compliqué, surtout que pendant la pandémie, on a doublé en fait. Hein. Oui. Donc, comment est-ce qu'on fait? D'abord, on réfléchit comme un petit entrepreneur, donc on fait comme on faisait avant, puis on se rend compte que ça marche pas. Oui. Donc, on est obligé de se tourner vers des gens à l'extérieur, un coach par exemple. J'ai fait aussi des partenariats avec des indépendants pour accompagner les gens en ce qui concerne par exemple la sécurité informatique, etc., qui est quelque chose de très important. Et puis, j'ai quand même la chance d'avoir un staff de managers qui ont entre 19 et 5 ans d'expérience dans la société. Oui. Donc ça aide beaucoup pour la formation des plus jeunes. Et notre moyenne d'âge est extrêmement faible, en fait. Donc on a une grande majorité des gens qui travaillent chez nous sortent de l'école. Et donc on peut les former à notre façon. On a rarement des gens qui viennent de l'extérieur nous expliquer ce qu'on doit faire, alors qu'on le fait depuis 15 ans. C'est ça. Et mais ça prend beaucoup de temps. Maintenant, on souffre beaucoup, justement par cette jeunesse, à cause de cette jeunesse. Mais on se projette, on se dit dans 2-3 ans, on aura 50-60 personnes qui auront une expérience de 2-3 ans. Et ce qui, dans notre secteur, est vraiment, vraiment une force. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de sociétés qui ne trouvent pas de déclarant en douane, par exemple. Ouais. Et nous, on a une 50aine de personnes capables de faire le job. Je crois que c'est quasi unique sur le site, quoi. Allez, merci Eric, en tout cas, d'être venu sur ce plateau aujourd'hui. Mais si votre entreprise conserve, je veux dire, à toutes vos valeurs à vous, ça ne va pas être très compliqué d'attirer des collaborateurs, j'imagine, pour vous rejoindre et pour rester, surtout, dans cette aventure. Merci beaucoup d'être venu en discuter sur ce plateau. On se retrouve juste après la pub. À tout de suite.